Donc je me présente, je suis Frédéric Giovanni, je sais c'est mal poli, il y a une fille, mais bon, je suis spécialisé en assurance de personnes et on va voir que votre parcours de créateur est semé de ce petit mot assurance. Vous allez aussi avoir besoin tout au long de votre création puis du développement de votre société d'experts comptables, d'avocats, de banquiers. Donc on a pensé à vous présenter quelques experts, mes partenaires du jour qui sont Céline Chevillon, qui est avocate, et Monsieur Guillaume Proust, qui est expert comptable et commissaire aux comptes. Donc, on aime bien dire qu'on est les partenaires privilégiés de votre projet. Vous êtes à l'aube de votre projet, à la création, à la naissance. Donc, on va vous accompagner, on va vous orienter, on va essayer. Alors, c'est très, très, très court, hein. On va mettre vraiment la première couche de vernis. Donc on vous engage vivement à aller d'ailleurs, l'adresse a disparu, mais sur l'adresse du tweet à poser vos questions. On aura un moment d'échange à la fin de la convention pour répondre à vos attentes, sachant que vous êtes tous autant que vous êtes autour de cette salle, tous différents. Votre parcours se fait via votre vie personnelle, via votre entreprise et via votre statut social. Il y a 3 volets impératifs qui font que le choix de votre statut juridique va impacter le choix social, votre statut social, et de ce fait, chaque projet est différent. Intuitu personae, vous êtes tous différents. Et la solution de Pierre ne sera pas la bonne pour Jacques, pour Paul, pour Pauline, pour Simone et pour tout ce qui s'ensuit. Donc on va essayer pendant une demi-heure de vous donner le premier vernis, de vous dire les points importants de passage. Vous allez voir que sur cette demi-heure, et vu qu'on est dans une franchise, parce qu'il y a plusieurs types de création possibles, mais aujourd'hui, en termes de franchise, vous avez un vrai projet, un projet solide, souvent qui impacte toute la famille, votre conjoint à premier titre. Et on a pris le parti aujourd'hui de passer très vite sur les structures individuelles qui correspondent uniquement pour 2, 3, 4, 5 peut-être petits pourcents des franchisés ou des franchises qui existent. Donc vous allez voir qu'on met le paquet sur les sociétés de type sociétal avec donc un investissement en termes de capital. Donc pour commencer très rapidement, parce que normalement vous êtes censés tous la connaître, cette définition. La franchise est un système de commercialisation de produits, services ou technologies reposant sur une étroite collaboration entre 2 entreprises. Alors attention, et c'est là où on va intervenir aujourd'hui, 2 entreprises juridiquement et financièrement indépendantes l'une de l'autre. Donc c'est sur cet aspect-là qu'on va travailler. C'est votre entreprise à vous, juridiquement, financièrement, votre parcours. Qu'est-ce qui va faire que vous choisirez la structure SARL ou alors une structure SA ou alors une autre structure qui pourrait mieux correspondre à votre projet. Alors bien évidemment, il y a un contrat de franchise qui est signé, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc bien évidemment, contribution financière, l'entreprise, vous le franchisé, les futurs franchisés qui êtes là, acquiert auprès d'une autre entreprise, le franchiseur, le droit d'utiliser son enseigne, sa marque, son savoir-faire, de commercialiser ses produits et ses services. Et bien évidemment, tout ça, je vous le redis, est régi par le contrat de franchise, donc qui permet d'avoir aussi une assistante commerciale et technique. Alors je pense qu'on peut peut-être rajouter qu'il existe 3 types de contrats. Le contrat de franchise de production, le contrat de franchise de service et le contrat de franchise de distribution. Le contrat de franchise de production va définir dans la partie qui est définie par le franchiseur un savoir-faire qui va vous permettre de produire, donc précisément un produit vendu. Les services avec un savoir-faire pour des contrats de prestation très clairement définis. Et puis également un contrat de franchise de distribution qui, de manière limitative, énumérera un certain nombre de produits que vous pouvez vendre dans le cadre de ce contrat.
je ne sais pas, Céline, si tu voulais faire un petit point également sur le corner. Oui, éventuellement un petit point sur le corner qui est un quatrième type de franchise qui existe. Un corner, c'est quoi? C'est ce que vous voyez aux Galeries Lafayette, au Printemps. Ce sont des espaces de vente qui présentent l'avantage de drainer beaucoup de clientèle dans ces espaces. C'est un peu comme une grande galerie commerçante qui existe. Le seul problème du corner, c'est que c'est un statut juridique hybride qui fait que vous n'avez pas de bail commercial. Donc ça peut fragiliser, en fonction du type de franchise que vous exploitez, la fragilité et la valeur surtout du fonds de commerce que vous exploitez. Alors à ce stade de la réflexion, vous savez pourquoi le sujet sur la franchise vous intéresse. Vous avez pesé les atouts, les éventuelles contraintes de ce type d'activité. Vous avez 5 questions à vous poser en amont de vous lancer dans cette aventure. La première, c'est de connaître précisément ce qu'on va appeler le DIP, le document d'information précontractuel, qui va définir les grandes lignes de l'engagement que vous aurez auprès de votre franchiseur. Un autre point qui sera également très important et sur lequel vous devrez être attentif, ce sont les éventuelles clauses dans le cadre d'un contrat de réservation qui sont en général des clauses qui vous obligent à verser une avance financière, souvent pour la réservation d'une zone géographique. Faites attention que cette clause puisse, si le contrat ne se fait pas, vous êtes remboursé si elle est indépendante de votre volonté. Donc ça, c'est un point important dans la mise en place de ce type de contrat. Ensuite, les 3 autres questions principales que vous devrez vous poser et sur lesquelles nous allons revenir tout au long de cet exposé, c'est 1, le statut juridique. Et vous verrez que nous privilégierons les formes de société commerciale. On vous expliquera pourquoi par rapport à la forme sous entreprise individuelle. En particulier, on fera un focus sur 2 structures juridiques qui nous intéressent davantage, en tout cas dans ce type d'activité, que sont la SARL, la Société à responsabilité limitée, et puis également la SAS, la Société par action simplifiée. Et vous verrez, entre autres, que le sujet qui permettra souvent de distinguer les 2 structures, ce seront, 1, les différents associés qui seront dans ce projet. Est-ce que ce sera une structure familiale? Est-ce qu'on dépassera la structure familiale et dans ces cas-là, on aura d'autres types d'investisseurs, premièrement. Et deuxièmement, quel sera le statut que vous souhaitez? Quel sera le niveau de protection que vous recherchez en tant que mandataire social, c'est-à-dire soit gérant d'une SARL ou SRL d'ailleurs unipersonnelle, qu'on appelle plus communément EURL, ou d'un autre côté, être président d'une SAS, Société par action simplifiée. On évoquera la société anonyme sans s'étendre. Et enfin, 3e volet important, vous avez préparé votre projet, vous devez, pour passer à l'étape suivante, monter votre dossier de financement, qui prendra la forme de ce qu'on appelle un business plan ou encore un plan d'affaires, dans lequel vous définirez en 2 parties. Une partie littéraire, vous expliquerez pourquoi vous, quels sont vos apports, quelle est l'équipe, quel est l'intérêt de vos partenaires financiers et autres de vous accompagner. Et dans une 2e partie du business plan, démontrer au travers des chiffres quelle est la viabilité de votre projet. Alors peut-être pour faire une petite précision, avant que les appareils photo crépitent, et on commence à en voir quelques-uns, les transparents vous seront remis. Voilà, donc aucune inquiétude. Si vous voulez être certain qu'il vous soit remis à la bonne adresse mail, puisque normalement on est censé avoir vos adresses mail une fois que vous avez été bipé, n'hésitez pas à laisser au stand du GAN, je ne me trompe pas, vos cartes de visite. Juste derrière vous, vous ne pouvez pas vous tromper en sortant. C'est pas impossible de se tromper. Je laisse la parole à notre avocate Céline Chevillon sur la partie du cadre général du contrat de franchise. Oui, merci Guillaume. Alors, juste un petit mot quand même de précision sur le document d'information précontractuelle, qui est le premier document qui vous est remis, qui est un document qui est très important puisque le franchiseur va parler de lui dedans. Notamment, il va vous donner ses coordonnées complètes. Il est censé vous remettre également ses 2 derniers exercices sociaux. Il est censé vous renseigner sur le réseau
d'exploitants actuels et vous renseigner également sur le montant des investissements qui vont être nécessaires pour vous lancer dans sa franchise. C'est un document où vous avez 20 jours pour l'étudier. Il s'agit de l'étudier avec beaucoup d'attention, surtout avec votre expert comptable pour pouvoir préparer les documents prévisionnels. Et souvent est adossé à ce DIP le projet de contrat de franchise. Donc, le projet de contrat de franchise va reprendre les obligations respectives des parties, puisqu'il s'agit d'un contrat qu'on appelle synalagmatique. Donc, on va d'abord regarder les obligations du franchiseur, la principale étant transférer son savoir-faire. Donc, un savoir-faire, c'est quoi? C'est un ensemble de secrets identifiés d'informations qui ont été pratiquées, avérées, expérimentées par le franchiseur, qui, en fait, a testé pour vous. Et il vous dit, si vous suivez la méthode commerciale que je vais vous donner, ça marchera également pour vous. L'avantage de ce savoir-faire, c'est que souvent est adossée une enseigne, une signalétique, une marque qui va vous permettre de drainer la clientèle de par l'effet de l'image de cette marque. Juste une petite précision sur la marque. Si il y a une licence de la marque incluse dans le contrat de franchise, je vous invite à faire des démarches spécifiques auprès de l'INPI afin que cette marque ce transfert de cette licence de marque, pardonnez-moi, soit opposable au tiers. Également, au niveau des signes distinctifs de la franchise, vous avez la boutique qui est standardisée, donc qui nécessite des aménagements avec des investissements plus ou moins importants. Là encore, tout ça a été à budgéter avec votre expert comptable. La deuxième obligation principale du franchiseur sera d'assurer votre accompagnement et d'animer le réseau de l'ensemble des franchisés. Donc, il vous fournit une assistance commerciale. L'essentiel de son travail étant de promouvoir des actions de promotion et surtout de publicité. On voit tous à la télévision toutes ces grandes enseignes qui font de la publicité. Son autre obligation est également de vous fournir des produits ou des services en fonction du type de franchise que vous allez être amené à exploiter. Et enfin, il vous apporte une assistance et une formation à l'origine, c'est-à-dire avant de vous lancer dans la plupart des franchises, en fonction de ce que vous exploitez, vous avez 1 à 2 mois de formation. Puis ensuite, une assistance technique quasi continue, puisque vous avez des formations assez régulières. Alors, réciproquement, quelles sont les obligations du franchisé, donc de vous ? Tout d'abord, et c'est l'essentiel, c'est payer la redevance, bien sûr. Donc, payer la redevance, il s'agit de bien apprécier dès l'origine quel est l'aspect financier, comment elle doit être réglée, sur quelle base elle repose. Tous ces éléments sont à apprécier, évidemment, avec votre expert comptable. Votre deuxième obligation, qui est le pendant de celle de votre franchiseur, est que vous devez vous approvisionner exclusivement chez le franchiseur. Ensuite, vous ne devez pas, naturellement, vendre des produits qui pourraient concurrencer la franchise que vous exploitez. Vous devez également respecter les normes qui vous sont imposées par votre franchiseur, notamment au niveau des techniques de vente. Et enfin, vous devez exploiter votre franchise dans la zone géographique qui vous sera impartie. Donc, c'est très important au moment de la négociation de votre contrat de franchise de bien délimiter cette zone géographique. Également, 2 petits mots sur les clauses dites post-contractuelles, donc c'est-à-dire comment ça se passe une fois que le contrat vient à expiration. À ce sujet, sur la durée du contrat, c'est une clause également à regarder avec attention, car il n'y a aucun droit de renouvellement automatique de votre franchise. Donc, si votre franchise est conclue pour 10 ans et qu'il n'y a pas de période de renouvellement par la suite, elle prendra fin. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Des clauses post-contractuelles se mettent en marche, à savoir que vous êtes censé rendre l'enseigne, ne plus pouvoir l'exploiter. Vous pouvez avoir des clauses dites de non-concurrence. Alors, je passe assez vite puisque vous les connaissez bien en tant que salarié, je suppose. À distinguer toutefois de la clause de non-réaffiliation, qui est une clause plus souple dans le sens où, en fait, elle ne vous empêche pas d'exercer une activité, mais uniquement d'exercer une activité dans le cadre d'un autre réseau.
Voilà ce qu'on pouvait dire principalement sur les clauses du contrat de franchise que vous allez être amené à signer, je vous le souhaite. Alors une fois que vous avez compris les grandes obligations qui seront les vôtres dans le cadre du contrat de franchise, vous devez vous poser la question quelle forme juridique et quel statut social du mandataire choisir. Alors certes, vous avez les questions sur la nature de l'activité, le volume d'activité et autres. Ce n'est pas forcément ça qui vous permettra de choisir entre, d'un côté, vous l'avez compris, en se concentrant sur les sociétés de capitaux, cette vieille dame qu'est la société à responsabilité limitée, dont on connaît les contours des statuts types, puisqu'elle existe depuis un certain nombre d'années, et d'un autre côté, une forme juridique plus récente, la société par action simplifiée, qui vous laisse aujourd'hui une beaucoup plus grande souplesse, entre autres en termes de gouvernance. Alors, vous l'aurez compris, d'un côté, une SRL qui se prête bien à une activité avec un actionnariat assez simplifié ou un actionnariat maîtrisé, et d'un autre côté, une SAS qui se prêtera davantage à un actionnariat plus diversifié quand vous êtes plusieurs à rentrer dans une structure et que vous voulez y ajouter des clauses, et de gestion quotidienne et deux de gouvernance plus particulière. D'autre part, ce qui vous permettra aussi de faire ce type de choix, et on rentrera un petit peu dans le détail après de ces différentes formes juridiques, ce sera la possibilité dans la SAS de mettre en place des outils particuliers, complexes, qui permettent de motiver également les salariés de type BSPCE et autres, qui sont des outils assez puissants et très utilisés aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises qui sont en croissance et qui veulent impliquer les salariés. Par ailleurs, statut de gérant de SRL avec un statut de travailleur non salarié ou statut de président avec une équivalence salariée avec des protections, une protection sociale très différente sur chacun des statuts, avec des coûts également. Et ce sera un des points importants, très différents. Pour faire simple, dans la SARL, vous versez 100, ça vous coûtera 140 à peu près, ça dépendra des conventions collectives, hein. Il y en a un certain nombre et les taux diffèrent de manière assez importante. D'un autre côté, vous êtes en SAS, vous versez 100, ça vous coûtera 200. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes schémas, on n'est pas du tout sur le même niveau de protection et on n'est donc pas du tout sur les mêmes niveaux d'objectifs. Voilà comme introduction aux différentes formes juridique. Voilà, ça permet effectivement, merci Guillaume, de faire tout de suite la transition avec les possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc on vous en a parlé depuis le début. Deux solutions, vous allez entreprendre à titre individuel ou alors sous forme sociétale. Quand on parle de sociétal, alors on a la notion d'investissement en termes de capital. On comprend aisément qu'un travailleur indépendant qui sera tout seul dans son entreprise avec aucun investissement, s'il va voir la banque et qu'il lui dit bonjour, j'ai besoin de 10 000 euros pour préparer mon stock de marchandises, il sera peut-être un petit peu moins crédible que s'il crée une SARL avec 10, 15 ou 20, ne serait-ce que 20 000 euros de capital social. Donc ça semble tout à fait logique. Donc nous, notre partie aujourd'hui, je vous le redis, sauf très petite franchise ou alors peut-être un test sur un début d'activité, mais pour nous, l'entreprise à titre individuel ne correspond pas nécessairement au projet de la franchise. Alors ce qu'on a voulu faire quand même dans le vernis, c'est vous mettre l'ensemble des éléments qui peuvent s'offrir à vous. Vous avez différents types de structures juridiques telles que le I, le RL, la profession libérale, les artisans. Donc on le voit tout de suite, artisans ou professions libérales, ce sont des professions plutôt réglementées qui ne correspondront pas à votre attente, pas à votre attente, à votre projet, à vos attentes sûrement, parce que votre projet, ce n'est pas d'être artisan ou d'être en profession libérale du coup. Mais effectivement, c'est des éléments qui ne correspondent pas à ce que vous prévoyez. Par contre, pour faire très simple, un travailleur indépendant, Guillaume l'a pas encore, non, on a parlé de ce que ça allait vous coûter. Un travailleur indépendant donc, a le même principe de fonctionnement qu'un salarié. Donc, je pense que la majorité des gens qui sont parmi vous sont issus du monde salarié. Donc, on prend une fiche de paye et Guillaume l'a dit, ça coûte très très cher, une fiche de paye. Donc ça, on va le voir. Quand vous êtes sous forme sociétale, vous pouvez être dirigeant assimilé salarié, donc avoir une fiche de paye. Dans cette circonstance-là, vous êtes travailleur indépendant, donc vous êtes tout seul, vous êtes un chef d'entreprise. Le régime de répartition fonctionne pareil. Les retraités bénéficient des cotisations des actifs aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'intergénération, l'interprofession.
Par contre, vous ne dépendez pas, par exemple, de la sécurité sociale, mais du RSI, donc qui se trouve un tout petit peu plus loin, qui est le régime social des indépendants, qui a été aujourd'hui, je dirais, unifié et qui est... la France essaie de simplifier à 38 régimes différents de retraite, par exemple, donc ça, c'est assez sympa. Donc les régimes sont quasiment identiques, on cotise pour les retraités d'aujourd'hui. Par contre, les caisses et les cotisations, les montants de prestations sont complètement différents. On va le voir après. Ce slide-là, on a passé un petit peu de temps, tout ça pour vous dire que vous allez être concernés dans la deuxième partie, si vous entreprenez dans le cadre d'une société et que vous êtes dans une SARL et que vous êtes gérant majoritaire. Donc, c'est-à-dire d'avoir au moins 51% des parts. Si vous avez fait le choix, parce que ça correspond, parce qu'on a vu ensemble avec vos experts, avec vos partenaires, que la meilleure solution pour démarrer, c'est la SARL et vous mettre en tant que gérant majoritaire, vous serez rattaché au régime du RSI, à tout ce qu'on a vu dans le slide auparavant. Je crois juste il faut bien préciser, puisqu'on est sur le slide qui vous recense les différentes formes de société, qu'avant de choisir cette société, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? C'est quel est le statut social que je souhaite privilégier? Est-ce que mon conjoint va travailler avec moi? Est-ce que je vais faire rentrer des associés éventuellement dans le capital? Les réponses à ces questions vont conditionner le choix de la société que vous allez retenir. On peut peut-être rappeler que si vous choisissez la forme juridique de la SARL, vous pourrez toujours vous transformer également en SAS et vice-versa d'ailleurs. Avec un bon avocat, ça se fait. Avec un bon avocat, c'est très simple. Donc là, hop, on vous a mis les autres sociétés, mais normalement, je vous le dis et je vous le redis, chacun d'entre vous est différent. Votre parcours, votre existence, tout ce que vous avez, je dirais, acquis depuis que vous êtes dans le monde du travail, va faire qu'on va faire un choix particulier avec tous les éléments qui seront... Hop, là, je vous mets tout de suite tout ça. Là, dans les slides qui suivent, on vous a détaillé, alors on a la SARL, on vous a détaillé à chaque fois qu'est-ce que c'est qu'une SARL. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment et on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour tout détailler. Surtout qu'on a le ERL, pareil, avec un seul associé. La SAS, je vous laisse pas le temps de prendre les photos, mais Gain Assurance, juste derrière. On vous envoie le support direct. Non, le but, il n'est pas là. C'est vrai qu'on va perdre du temps pour des caractéristiques techniques. Voilà, on vous dit un associé, deux associés, tel montant de capital minimum, vous êtes au régime fiscal. Juste un mot sur le montant minimum quand même du capital, puisque aujourd'hui, c'est vrai que la différence entre la SARL et la SAS tend à s'atténuer, puisque depuis un certain nombre d'années maintenant, il n'y a plus de montant capital minimum de 37 000 € pour créer une SAS. Mais bien sûr, on appelle votre attention sur le fait que même si vous pouvez créer une société à 1 €, ne vous leurrez pas, compte tenu des montants des investissements dont vous aurez besoin, il faudra bien entendu prévoir un montant de capital minimum ou un apport en compte courant. Et de toute manière, 1 €, c'est presque un effet marketing. Mais en réalité, dans n'importe quel type de franchise, vous allez devoir y mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire davantage. Et donc, par définition, il faudra mettre cet argent sur le compte de la structure. Autant le mettre dans le capital. Le mettre dans le capital, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de remboursement qui vous est fait, contrairement à, par exemple, une avance en compte courant, où là, en effet, dès que la structure commence à dégager un autofinancement suffisant, vous pouvez vous rembourser les sommes avancées à la société. Donc, vous méprenez pas. Une société avec un capital un peu consistant, ça vous apportera davantage ça rassurera les établissements financiers et ce sera beaucoup plus sérieux. L'autre différence entre la SARL et la SAS aussi qu'on peut souligner, c'est qu'une SAS a beaucoup plus de souplesse rédactionnelle, donc il est plus facile de faire des rédactions de statut sur mesure, de choisir les majorités par exemple des assemblées générales, chose qui n'existe pas en SARL, puisque en SARL c'est très réglementé par le code de commerce et votre marge de manœuvre est donc tout à fait limitée. Voilà aussi pourquoi on ne s'est pas trop attardé sur les slides d'avant et les caractéristiques précises. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on l'a vu, vous aurez le choix d'être soit seul, soit à plusieurs. La partie, à chaque fois que vous voyez le statut social TNS, c'était le tout premier slide qui introduisait la protection sociale, où vous serez rattaché au RSI. Donc on voit quand même que même si on est dans des sociétés de capitaux et qu'on investit à plusieurs,
Vous avez par exemple la SARL, si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire, vous n'avez pas le même statut. Donc en tant que majoritaire, vous êtes rattaché au TNS. En SNC aussi. Donc le choix se fera vraiment soit statut TNS ou soit statut salarié. Sachant que dans les deux cas, il y a des avantages, des inconvénients, des obligations dans les deux cas, des possibilités d'optimiser dans les deux cas. Donc là, je vais laisser la place aux experts sur l'aspect financier et la préparation du dossier prévisionnel. Donc, élément essentiel, évidemment, du montage de votre dossier. On a parlé des aspects juridiques, on a parlé des aspects sociaux. Évidemment, ne pas négliger les aspects financiers. Alors, les aspects financiers, vous ferez en général accompagner par votre conseil, par votre expert comptable, par exemple. Vous devez maîtriser aussi les documents qui sont produits. Vous devez les maîtriser tout simplement parce que cet outil, plus qu'un outil uniquement à présenter au banquier pour faire votre demande de financement, c'est un outil qui vous permet aussi de vous projeter et de savoir un petit peu dans quelles hypothèses vous allez partir. La première étant celle du financement de départ, le financement initial, qui va se concrétiser au travers de ce qu'on appelle le plan de financement, dans lequel vous déterminerez précisément les ressources, les besoins initiaux dont vous avez besoin, les ressources initiales aussi dont vous avez besoin, et qui définira les montants d'apport personnel et d'apport financier de type bancaire et autres que vous devez faire. Retenez 4 documents principaux qui doivent être présents dans votre business plan ou plan d'affaires: le plan de financement, les comptes de résultats et bilans prévisionnels, le budget de trésorerie détaillé sur 12 mois, et on peut vous demander aussi un détail de la TVA également sur 12 mois communément. L'objectif de ces documents, c'est vraiment de voir que vous avez bien compris quel va être votre besoin en fonds de roulement, quels vont être vos besoins en termes de conseils aussi, d'accompagnement, en dehors des mises de fonds de départ. Vous devrez aussi vous faire accompagner sur des aspects juridiques, sur des aspects comptables. Vous devrez définir quels sont vos niveaux de stock. Bref, un document essentiel pour savoir que votre projet est viable dans les mois et les années à venir. Le banquier se focalisera sur la trésorerie et s'assurera, et c'est pour ça que vous avez besoin d'un budget de trésorerie détaillé sur 12 mois, au mois le mois, que non pas votre trésorerie est positive en fin d'année, mais qu'il n'y a aucune rupture de trésorerie tout au long de l'année. Sachez en 2 mots qu'un banquier, quand il reçoit votre business plan, il va stresser votre business plan, c'est-à-dire qu'il va diminuer de 20% votre chiffre d'affaires, il va augmenter de 20% vos achats, il va faire ce qu'on appelle un coup de ciseau, il va s'assurer que vous avez la capacité, les épaules suffisamment larges pour vous en sortir, évidemment, dans les mois et les années à venir, puisque lui vous fera un emprunt en général sur 3, 4, 5, 7 ans. Et donc, pour lui, il a besoin de s'assurer que tout fonctionnera dans la durée. Je laisse la parole maintenant à Frédéric sur la partie optimisation sociale. C'est moi qui rebosse un peu. Bon, c'est normal, hein, quand vous avez un assureur sur la scène, un expert comptable et un avocat, c'est normal que ça discute un peu beaucoup. Donc on va être peut-être un peu pressé par le temps, mais on va quand même essayer de le prendre, le temps, d'accord? Parce que c'est quand même important. Alors là, pareil, même logique que depuis le début, on va vous donner le vernis, et le vernis, on en a parlé, vous avez accès à différentes possibilités de statut. On a vu que la profession libérale, ce n'était pas adapté. On vous a mis l'exemple d'un expert comptable. Un artisan, normalement, ce n'est pas adapté pour vous. Je n'ai pas connaissance, sauf contre ordre de votre part, qu'on ait des franchises où vous pouvez être exploitant agricole, spécialisé peut-être dans le bio, une franchise spéciale bio, je ne sais pas, peut-être que ça peut arriver. En tout état de cause, on l'a vu, si vous êtes travailleur indépendant, vous serez rattaché au régime du RSI, donc la caisse des commerçants. Et si vous êtes donc assimilé salarié, vous serez un dirigeant salarié. Alors, assimilé salarié, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là, je viens de me rendre compte que depuis le début, j'ai oublié de vous mettre le point sur une chose très importante. C'est-à-dire que vous êtes chef d'entreprise, que vous prenez des risques, que vous embauchez des gens, que vous faites, soyons clairs, tourner la France, mais que vous pouvez avoir 10 ans d'activité glorieuse et puis que malheureusement, un de vos principaux fournisseurs vous lâche et vous met dans la panade, vous êtes en liquidation judiciaire, vous, en tant que chef d'entreprise qui avez fait tourner tout ça, l'économie, on vous en remercie. Vous partez, entre guillemets, la baguette sous le coude et puis tranquillement chez vous. Vous n'êtes pas indemnisé sur la perte d'emploi.
Un chef d'entreprise en France n'a pas de chômage, soyons clairs, vous n'avez pas d'ACEDIC. On va mettre un petit bémol, mais bon, c'est vraiment très très compliqué pour qu'un dirigeant soit couvert par les ACEDIC. C'est possible, il faut un contrat de travail avec un lien de subordination. Maintenant, allez montrer à l'inspection du travail que moi, en tant que chef d'entreprise, je suis dirigé par quelqu'un. D'accord ? Donc aujourd'hui, un chef d'entreprise, souvenez-vous-en, n'a pas de chômage. Vous ne serez pas indemnisé. Rassurez-vous, on peut optimiser ce pan d'activité-là. Donc, bien évidemment, il y a des garanties qui seront uniquement facultatives. Donc, je vous engage, même si ce n'est pas très joyeux, dès la création d'entreprise, de penser à demain s'il m'arrive quelque chose, mais faites-le tout de suite, d'autant plus qu'en création d'entreprise, vous le verrez, hein, tout le monde vous aide en création d'entreprise. Vous avez des formules, entre guillemets, créateurs, qui font que vous verrez tout de suite des droits et si malheureusement, très rapidement, il se passe quelque chose, vous avez la possibilité d'être couvert. Tout ça, voilà, la petite aparté, parce que c'était très très important. D'habitude, on en parle, mais là, moi, je sais pas. On se sent bien avec vous, on se le disait là. On n'arrête pas de parler, on se sent bien avec vous. Donc, on avait oublié de le dire, mais c'est très 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 important. Donc là, très concrètement, dans les 2 slides qui viennent, on vous a fait un exemple très clair sur l'optimisation de la protection sociale. Donc aujourd'hui, quand vous cotisez 17 000 euros ou 26 000 euros pour le même salaire, hein, donc on l'a vu, c'est là où Guillaume nous disait ça va de 1,4 à 2. On sait qu'aujourd'hui, qu'une fiche de paye en tant que salarié, ça coûte très cher. On a la partie employeur, la partie salarié. Donc les charges sont très très élevées. Voilà pourquoi un différentiel assez énorme entre 17 000 et 26 000 de cotisation. D'accord ? La retraite, pareil, on a quand même des deltas qui sont assez importants. Donc pour ces prestations-là, pour ces cotisations-là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas nécessairement beaucoup de choses, d'accord ? On voit qu'un commerçant aujourd'hui, on a des petits journaliers, il va avoir 49 euros maximum. Un dirigeant, il va avoir 41 euros maximum. Alors aujourd'hui, si vous faites le calcul, ça peut tenir le choc sur votre création. Si on a une société en vitesse de croisière qui marche bien, dès qu'on a des salaires, si vous êtes dirigeant salarié, vous aurez au moins le plafond de la sécurité sociale. Donc en général, on est considéré comme un cadre, donc on est, on va dire, en moyenne de 3005. Ça reste logique. On n'est pas trop dans le délire quand on dit 3500 euros. Aujourd'hui, si vous travaillez, vous avez 3500 euros, il vous arrive quelque chose, vous êtes obligé d'être indemnisé par les indemnités journalières de la sécurité sociale, il vous reste 49 euros. D'accord ? 41 euros, pardon. Donc ce qui vous fait à peu près 1500 euros par mois. Donc de 3000, je passe à 1500 euros. Alors, très important, aujourd'hui, c'est rappelé ici, mais d'habitude, on vous le dit beaucoup plus tôt. La rémunération, là, c'est ce qu'on vient de vous dire. Si en tant que gérant salarié, vous déclarez à 2000 euros de salaire, mais que votre entreprise marche très très bien et que tous les ans, vous payez en dividende, c'est-à-dire que la société a bien fonctionné, je dégage du bénéfice et là-dessus, je redistribue en termes de dividendes. Donc, ça me fait du salaire, ça me fait un complément de salaire. Il y a des fois, les dividendes peuvent représenter 50, 60, 70% de la rémunération annuelle, ce qui est très très important. Demain, si vous arrive quoi que ce soit, pour les régimes obligatoires et pour les assureurs, votre base de cotisation, c'est votre salaire. Donc si je me verse 2000 tous les mois, je serai indemnisé sur 2000. Si mes dividendes font que j'ai un surplus en moyenne 2000 par mois, ça ne sera pas pris en compte dans mes revenus. Alors que vous vivez avec. Donc là, importance là aussi de bien faire la part des choses entre dividendes et salaire. En termes de protection sociale, alors, je ne vais pas vous faire le show pendant 10 minutes, mais vous ouvrez tous la télé, vous écoutez la radio, vous lisez les journaux. Donc aujourd'hui, on sait que les régimes obligatoires sont très lourds. Aujourd'hui, on sait que c'est lourd, que les taux de remplacement ne sont pas extraordinaires. Et demain, on ne sait pas ce que ça va donner, en sachant que on a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de personnes qui bénéficient de prestations. Sachez en tout état de cause que là, pour le dirigeant salarié, vous avez des enveloppes budgétaires qui peuvent être allouées et qui peuvent être exonérées sur les frais de santé, la prévoyance et sur la retraite. Alors là, on vous a mis les maximums fiscaux et sociaux. On n'a pas envie de rentrer dans le détail, ce n'est pas le jour, d'accord ? Mais sachez qu'avant d'atteindre les enveloppes qu'on a là, on va commencer par la création et puis dès que ça sera un petit peu en développement, on pourra peut-être penser à atteindre ces niveaux-là. Donc là aussi, importance, parce que les régimes de retraite ne sont pas suffisants, oui, les régimes obligatoires.
Les régimes de prévoyance ne sont pas suffisants. On l'a vu, l'indemnité journalière. Je ne vous parle pas des remboursements de consultation, de dents ou de choses comme ça. D'accord ? Sachant qu'en plus, pour vous, quand je dis pour vous, c'est les futurs chefs d'entreprise, vous êtes une population, on va dire, coriace, voire très coriace. Quand vous êtes obligé de vous arrêter, c'est parce que je viens de le dire, c'est parce que vous êtes obligé de vous arrêter. Même avec une grippe carabinée, même avec un pied dans le plâtre, ben, on va continuer à passer des coups de fil, à faire tourner la boutique. Donc aujourd'hui, si vous êtes en arrêt ou s'il se passe quelque chose, ben, il y a une vraie nécessité de vous protéger, d'accord ? Parce que les régimes obligatoires ne suffiront pas. Et ça mettra en péril votre vie personnelle et bien évidemment le développement de l'entreprise. Donc sachez que ce soit pour le dirigeant salarié, c'est ce qu'on vous l'a dit, hein, pas de salaire, pas de protection. Hein. On a connu le film avec pas de bras, pas de chocolat, mais c'est exactement ça. Entre salaire et dividende, si je me paye que en dividende, ben, pour moi, l'administration considère que je suis à zéro. Donc, moi, l'assureur considère que je n'ai pas de revenus réguliers. Donc, si demain il m'arrive quelque chose, ben, je n'aurai pas d'indemnisation. 50%, 60% de zéro, ça fait toujours zéro. On peut faire peut-être une petite précision sur les dividendes, puisque depuis le 1er janvier 2013, aujourd'hui, on ne se verse quasiment plus de dividendes dans la SARL, puisque les dividendes sont soumis à cotisation sociale. Et on pourrait même dire d'ailleurs, quand on fait des simulations aujourd'hui, que les dividendes sont de plus en plus rares, même dans les autres formes de sociétés commerciales, tout simplement parce que pour verser un certain niveau de dividendes, il faut payer aussi un niveau certain en particulier d'impôt sur les sociétés. Et les simulations montrent qu'au vu des prélèvements sociaux aujourd'hui qui existent, qui dépassent les 15,5 et on ira sûrement encore plus loin, sur des simulations qui dépassent, je ne sais pas, 80 000 euros, 100 000 euros de rémunération, le salaire est plus intéressant que le dividende. Donc, sortez des a priori qu'on peut avoir, où certains se disent, quand ils viennent nous voir, moi je veux des dividendes, point, je ne veux pas cotiser, etc. Le calcul est de loin pas forcément le meilleur et rien ne vaut une bonne simulation plutôt qu'un mauvais a priori. C'est valable dans tout. Hein. C'est vrai que dès que vous cotisez, ça génère nécessairement des droits. S'il n'y a pas de cotisation, ben, nécessairement, ça paraît un peu logique qu'il n'y ait pas de droits non plus. Donc pour le dirigeant TNS, on apporte deux, trois petites alertes, d'accord. Alors attention, on a parlé de la retraite. C'est vrai qu'on l'a vu, hein, un TNS en retraite, il paye un peu moins, mais il a moins de prestations. Ben, ça paraît un peu logique parce que ben, vous n'avez pas tout ce qui est la GIRC, donc c'est toute la partie retraite des cartes qui génère des droits à retraite supplémentaires. En tant que TNS, on l'a vu dans les exonérations, ben, vous allez avoir la possibilité de déduire des sommes consacrées à vos assurances. La condition, c'est que ce soit versé sous forme de rente. Donc, en général, l'administration, quand elle vous fait un cadeau d'un côté, ben, elle met une petite contrainte de l'autre. Donc, ben, l'avantage, c'est que vous pouvez déduire vos cotisations d'un côté. La contrainte, c'est que ben, pour toucher votre prestation, ça devra être sous forme de rente. Voilà. Et puis là, on va y aller dans les slides un petit peu qui suivent, mais effectivement, attention en termes d'arrêt de travail, en termes d'indemnité. Et puis là, on ne l'a pas zoomé là-dessus, mais il y a votre conjoint dont on va reparler très rapidement. Parce que en termes de projet de franchise, aujourd'hui, on voit que ben, toute la famille, le conjoint est impliqué. Donc, nécessité là aussi de choisir le bon statut du conjoint, parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de choisir pour son conjoint aussi le statut possible. Donc là, sur la partie TNS, on va passer rapidement, mais un peu comme la partie salarié, hein, gérant salarié. Vous avez des maximums en retraite 68 000 euros de déductibilité, 8 800 sur tout ce qui est social. Avant d'atteindre ces limites-là, on aura le temps de se revoir largement avec vos experts. Mais sachez qu'aujourd'hui, les régimes obligatoires ne sont pas suffisants, donc nécessité de se couvrir. Donc, impératif de disposer d'offres d'optimisation qui sont disponibles. Et là, on va faire un petit zoom, c'est moi qui le fais, ou sur le statut du conjoint, comme vous voulez. Allez, le statut du conjoint, oui, effectivement, puisque aujourd'hui la loi vous permet de choisir le statut que vous souhaitez confier à votre conjoint qui est amené à travailler avec vous, puisqu'on s'aperçoit que dans nombre de franchises, quasiment les 3/4, vous travaillez en couple. Alors déjà, peut-être première question également à se poser si vous êtes marié, est-ce que je suis marié sous le bon régime, communauté ou séparation? Ça peut faire partie également des questions que vous devez vous poser, et vous pouvez voir ça notamment avec votre
votre notaire ou votre avocat. Alors, les 3 statuts qui s'offrent à votre conjoint, c'est le statut de conjoint salarié. Pardonnez-moi, je commence par la fin parce que c'est le plus simple. Donc, un contrat de salarié, c'est quoi ? Il faut un contrat de travail, bien sûr. Alors, on vous suggère de faire enregistrer ce contrat de travail auprès du service des impôts, juste pour lui donner une date certaine en cas de contestation éventuelle ou de remise en cause du statut salarié du conjoint. Pour un coût modique. 25 €. Oui, c'est taxe fixe, quoi. Hein, deuxième statut, le statut de conjoint associé. Alors là, votre conjoint partage du capital avec vous. D'où la question à se poser, 50-50, 60-40, 70-30. En fonction des réponses que vous donnerez, là aussi, se posera la question du choix du statut juridique que vous allez prendre. Est-ce que vous ne serez pas mieux en SAS ou en SARL, sachant que dans la SAS, vous pouvez prévoir des pactes d'associés, y compris avec votre conjoint. Troisième statut, le conjoint de collaborateur. Alors le collaborateur, il n'est ni salarié ni associé. Voilà. Vous avez un petit récapitulatif des avantages et des inconvénients et des endroits où vous pouvez, parce que par exemple, le conjoint associé, bien sûr, ne pourra être que dans une SARL ou dans une SAS et pas en entreprise individuelle. En conclusion, donc ce choix de statut juridique, il est, comme c'est écrit, c'est pas anodin. On l'a vu, ça va impacter sur le futur de votre protection sociale à vous, donc votre intuitu personnel. Comment me protéger mes capitaux. On peut protéger vos investissements. Comment me protéger vis-à-vis de mes associés. Hein, si je signe avec des associés, comment je peux être sûr demain, s'il se passe quelque chose, d'être toujours maître de mon entreprise. Ça, il y a des possibilités de protéger tout ça. On va intervenir, donc je vous le redis, sur votre statut social, vous, en tant que chef d'entreprise, sur votre statut personnel. J'ai 45 ans, j'ai été marié, j'ai 3 enfants, je me suis remarié, j'ai déjà des biens, j'ai acheté une maison secondaire. Ça n'a pas le même impact que j'ai la fleur au fusil, j'ai 15 000 € et je crée ma franchise en tant que jeune célibataire de 26 ans. On le comprend bien. Donc tous ces éléments-là, il faut les protéger, hein, que ce soit célibataire ou que ce soit marié avec 4 enfants dans de mariage recomposé. Et puis le troisième aspect, bien évidemment, je vous l'ai dit, on va vous suivre aussi. Hein, vous êtes, entre guillemets, nos petits bébés, on vous voit là, c'est la création, c'est la naissance, on vous voit grandir. Vous grandissez, vous embauchez du personnel. Génial, ma franchise, je marche à Vierzon, je vais en ouvrir une à Montpellier. Hop, une deuxième, une troisième. Donc tout ça, bien évidemment, c'est jalonné de réglementations, de textes qui n'en finissent plus. Ah tiens, je ne vous l'ai pas dit non plus aujourd'hui, mais sachez que, en tout cas pour nos métiers, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et ne sera pas celle de demain. Donc une fois que je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. D'accord ? On peut se dire au revoir tout de suite. Mais c'est un petit peu ça. On le voit bien, on n'a pas nécessairement de visibilité, hein, même à titre individuel, sur ce qui va se passer demain sur notre fiche de paye ou sur nos fiches d'impôt. C'est exactement ça. Nous, on est tous les 3 aujourd'hui. On aurait dû le faire venir, le 4e, c'est le banquier. Hein, mais bon, sachez que Gain Assurance, on fait aussi de la banque. Hein, les banques sont devenues assureurs, les assureurs sont devenus banquiers. Mais voilà, on est des partenaires incontournables. Je vous dis, ce choix d'aujourd'hui impacte votre vie de demain. Donc, sachez que, vu tout ce qui se passe et vu que tous les textes changeants, vous avez des spécialistes. Sachez vous entourer et gardez la pêche. Et je vous souhaite le meilleur pour votre projet. Maintenant, je ne sais pas si vous avez tweeté, vous aviez l'adresse. S'il y a des questions, on est là pour y répondre. Merci. Donc j'ai une question toute simple. On entend beaucoup parler côté franchiseur de la somme, le coût pour participer, pour prendre la franchise, des montants demandés au niveau investissement, etc. J'ai aucun doute de l'aspect indispensable du partenariat avec vous. Question toute bête, c'est quoi le package au niveau justement de l'étude sur le statut juridique, du statut social, etc. Si on doit vous consulter, vous assureur, vous expert comptable et vous avocat. Est-ce qu'on rajoute 50 000 €? Est-ce qu'on rajoute 30 000 €? C'est quoi? En moyenne, je parle. Je commence.
Alors, c'est vrai que vous avez besoin de nous trois parce que on a tous des métiers et on intervient sur des spécialités, on a des domaines de compétences qui sont différents. Cela dit, quand même, parce que j'aime beaucoup travailler avec les experts comptables, ils ont une très bonne connaissance juridique. Donc souvent, vous pouvez aller voir votre expert comptable et lui, il peut vous faire des packages parce qu'il a tout à fait la compétence pour vous dire faites plutôt une SARL ou faites plutôt une SAS. Et en plus, c'est lui qui va vous accompagner sur toute la partie chiffrée pour tous les documents, que ce soit au moment de l'étude du document d'information précontractuelle, l'établissement de votre business plan, les démarches auprès des banques. Et c'est vraiment, lui, votre interlocuteur privilégié. Nous, en tant qu'avocats, nous n'intervenons que sur la phase de création de la société. C'est-à-dire, on fait un rendez-vous avec vous, histoire de balayer quelle est votre histoire, votre parcours, pour définir ensemble quel est le choix du statut le plus approprié. Et ensuite, on crée la société avec vous. Et puis après, on espère vous suivre. On a un tweet de Marc qui nous demande, Guillaume, s'il te plaît, quel budget faut-il prévoir pour un accompagnement expert comptable? C'est d'actualité. Hein. Alors, le budget, on va essayer de vous donner des ordres d'idées. Ça dépendra surtout de la qualité du service que vous aurez. Vous pouvez aujourd'hui faire beaucoup de choses déjà en ligne. Ça va être plutôt l'approche low cost. Donc, vous pourrez trouver typiquement des accompagnements pour faire un business plan en ligne avec peut-être très peu de conseils parce qu'évidemment, on vous demandera de remplir des données très rapidement. Nous, sur cette partie-là, typiquement, sur un business plan très simple, ça peut tourner aux alentours de 600 € pour quelque chose de très simple. Et puis ensuite, ça peut être aux alentours de 1 000 €, voire plus. Tout dépend. Sur un certain nombre de business plans, on va y passer 2, 3, 5, 10 rendez-vous. Ça dépend de la complexité. D'accord ? Donc, vous pouvez juste mettre en face un nombre d'heures et une histoire de horaire. On fera en sorte, en tout cas sur cette première partie, de vous proposer un forfait avec un objectif. Enfin, nous, on a mis en place un dispositif qui s'appelle les chèques conseils, où on offre un certain nombre de prestations à partir du moment où l'entrepreneur s'inscrit dans une démarche de continuité où on suit son dossier ensuite au niveau tenue quotidienne. Et là, si vous voulez, sur des tarifs low cost, vous allez commencer aux alentours de 1 000 €, tout compris sur des choses très basiques. Et puis ensuite, sur des choses un petit peu plus travaillées, parce que vous avez intérêt d'avoir un minimum de conseils, parce que quand on a l'habitude d'accompagner, pour notre cas, des franchisés du groupe Total, Carrefour, la Fnac ou que sais-je encore, on met en place des reporting, on met en place des outils de trésorerie. Et là, ça commence à partir de 2 000, 2 500 €, 3 000 € en fonction de la qualité de ce que vous avez, en fonction du nombre de personnel que vous avez, en fonction de est-ce que vous avez besoin d'être accompagné sur un suivi de gestion un peu plus pointu. Voilà. Après, ce dont on se rend compte, au-delà même du simple coût, vous voyez, ça va diverger en fait à quelques centaines ou quelques milliers d'euros. C'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que votre business fonctionne et que votre business fonctionnera parce que vous avez des ressources en interne de qualité et parce que vous avez des conseils de qualité également, tout comme nous d'ailleurs, quand on avance sur nos différents business, que ce soit celui par exemple de l'accompagnement d'un franchiseur ou de franchisé, on n'avance pas tout seul. On avance avec des spécialistes en propriété intellectuelle. On va avancer sur des points techniques compliqués avec l'avocat sur les bonnes clauses de statut de SAS à mettre en place, sur les bons outils de motivation à mettre en place. Et en général, le côté gagnant-gagnant va se faire avec de bons partenaires. Donc je vous invite à venir nous consulter, à ne pas avoir peur de tarifs qui vous paraissent souvent exorbitants. C'est des tarifs qui sont adaptés à vos profils. Et donc n'hésitez pas à nous consulter. N'hésitez pas aussi à consulter notre site chèqueconseil.com qui vous permet d'avoir des chèques gratuits pour vous accompagner dans votre projet d'entreprise. Merci Guillaume.